podium sur 6 Grands Prix, annonce surprise de la signature avec Honda qui va fournir ce moteur en 2026. Tout semble sourire à Aston Martin et à Fernando Alonso. Mais la collaboration entre le pilote espagnol et le constructeur japonais a tourné au fiasco par le passé et a laissé des marques. Alonso serait-il obligé de prendre sa retraite? Au-delà, ses ambitions pourraient être freinées par la situation financière d'Aston Martin. La marque de luxe a été contrainte d'ouvrir son capital à Geely, l'un des plus importants constructeurs automobiles chinois. Ce dernier va-t-il tenter de prendre le contrôle d'Aston et remettre en cause sa participation à F1? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce 4e numéro déjà dont on refait la F1. Merci pour votre fidélité et n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo s'il vous plaît, c'est important. On refait la F1, c'est vous le savez, chaque jeudi avant chaque Grand Prix. Donc voilà, on revient juste avant le Grand Prix d'Espagne et après le Grand Prix de Monaco. Et après le Grand Prix de Monaco, avec pour arbitrer nos fanats du paddock, dont l'expertise est parfois, comment dire, elle est un petit peu exagérée, ils sont parfois de mauvaise foi. Hein. C'est un peu la signature de cette émission. Monsieur Eric Boulier, Radio Tchèque, Eric. Bonjour Olivier. Radio Tchèque. Loud and clear. Salut Eric. En plateau, un fan d'Alpine dont il avait annoncé là, il y a 15 jours le retour aux avant-postes dans notre dernière émission. Il est extatique cette semaine. Monsieur Guillaume Pommier de Training You, une start-up du village Baïséa. Bonjour Guillaume. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Ça va? Tu Très bien, merveilleux, j'ai passé un très bon week-end. Ouais, tu m'étonnes. À tes côtés, lui, il est un peu moins extatique. Notre polémiste de la F1, fan de Lewis Hamilton et son écurie Mercedes, en attendant qu'il signe chez Ferrari. Monsieur Laurent Pantanach. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Je crois pas qu'il signe chez Ferrari. T'as les épaules larges, les pontons larges, les pontons élargis. Ça y est, on va en parler. On a pris du large, ouais. En duplex, parce qu'il n'ose plus être en plateau, il veut, avec les résultats sont meilleurs pour revenir avec nous, il se cache à l'édile du village Baïséa à Paris. Monsieur Fabrice Marcella, alias Pépone, le maire du village. Ça va Fabrice? Salut Olivier, ça pourrait aller mieux, mais je suis content de vous retrouver. Bon, tu comptes les pénalités, c'est ça? Et les erreurs de stratégie? On va en parler. Tout le monde ne peut pas avoir de la chance. C'est clair. Ouais, tu parles de... Bon, n'allons pas trop vite. Aïe, aïe, aïe. Aïe, voilà. Aïe, aïe, aïe. À tes côtés, un homme d'église, de l'église Ferrari, de notre père à tous, Alain Di Duca, alias Don Camille, du fabricant de voitures électriques et de partage. Il faudra que tu nous en parles un jour de Circle. Allez, présente-nous un peu Circle, mon ami Alain. Ouais, c'est la future Formule 1. On est allé l'essayer il y a quelques semaines sur le circuit de Monaco. On a déjà établi un très bon tour. Donc 2026, pas mis sur le toit déjà, c'est bien. Hein, c'est ça. Comment? Tu t'es pas mis sur le toit déjà, donc c'est bien. Bah non, Eric a fait quelques passages à l'épingle du Loves remarquables. Ouais, remarquable. Check down. Ouais, et t'avais pas Ocon qui te gênait en plus. Non, on n'avait pas Ocon qui bouchonnait. Apparemment, d'après les stats, elle est déjà plus rapide que la Ferrari. Un gimmick de cette émission, le bouchon Ocon. Quant à moi, vous le savez, je demeure un fan du doyen des pilotes, mais qui se bonifie avec les années, hein, c'est comme moi bien sûr. Fernando Alonso. Allez, on enchaîne tout de suite avec le débrief du Grand Prix de Monaco. Messieurs, ça me fait mal de le dire, mais encore une fois, Verstappen, une prestation digne d'un extraterrestre au volant de sa Red Bull dans les rues de Monaco. Voilà, rien que son tour de qualification, c'est une autre planète, c'est un autre monde. Moi, je ne trouve pas le qualificatif. Messieurs, Laurent. Impressionnant. Alors après la course, enfin je te sens un peu, c'est la qualif qui est exceptionnelle. Non, déjà la qualif. Ouais, la qualif exceptionnelle. Après la course, il est devant, il gère bien. Et puis il a bien géré quand même. Il a touché, il a de la chance. Non mais tous ceux qui touchent, ils cassent, lui il touche, il a de la chance. C'est la marque des grands. La chance est toujours de son côté, ça c'est sûr. La marque des grands. Le tour de qualif est exceptionnel, mais le tour d'Alonso est tout aussi exceptionnel. Il est très 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 proche de lui au final. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs ils se sont. C'est quoi? C'est dans le Rascasse. C'est pas que la Rascasse. Le dernier virage de la Rascasse. Et c'est très intéressant parce que... Un freinage, en clair. Et ça se joue à rien. Toutes les analyses montrent, ça se joue à un décalage du freinage, mais à peine, et il a une sortie plus rapide, et ça finit, il a une voiture d'avance, mais c'est rien, quoi. C'est magique. Super qualif. Impressionnant, mais aucune surprise. Il a été très solide tout le week-end. En qualification, effectivement, avec ce tour magnifique. Puis en course, il a fait aucune erreur.
C'est fou qu'en F1, Eric, les grands comme ça, les champions, ils sont un peu comme sur un état de grâce et que un pilote lambda, lui, il va taper et il va se faire sortir. C'est Leclerc ? Non, je pense pas à Leclerc. Non. Mais là, tu peux pas dire pilote lambda quand tu parles de Leclerc. Non, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que ça t'inspire? Parce que tu étais à Monaco pour Canal. C'est ce qu'on appelle. Oui, j'étais à Monaco pour Canal, et c'est ce qu'on appelle se transcender en fait. C'est là où les grands champions peuvent faire une différence. Petite chose en plus, c'est ça. Ils sont capables de se concentrer et de faire 0 erreur sur le tour. Qu'un pilote, on va dire, lambda, pour reprendre l'expression de Fabrice, même en se concentrant et même en essayant, il y a un moment, il va pas pouvoir tenir cette concentration tout le tour et il va faire une erreur. Et quand on les regarde passer sortis de la piscine, où ils viennent à chaque fois se poser sur le rail, prendre appui, c'est fou. Un centimètre de fou. Mais ce que fait Max, alors ce que font d'ailleurs tous ceux qui sont devant, y compris Ocon, je vais quand même flatter aussi un peu Guillaume, mais ce que fait Ocon, ce que fait... non, mais là, on parle de la qualif, mais ce que font les pilotes, déjà, c'est exceptionnel. Mais cette qualif, je crois, c'est une des plus belles qualifs qu'on a connues. Ouais. En tout cas, à Monaco, c'est sûr. Aussi serré. Mais aussi serré, et de voir... Tout le monde. Et tous, c'est ça qui est beau. Passe au millimètre près. Et alors, le truc qui tue à la fin, c'est effectivement Max qui prend appui sur les murs pour aller encore plus vite. J'en avais jamais vu ça, quoi. Ouais, ça devient un élément de performance maintenant, les rails. Fabrice et Alain, de votre côté, qu'avez-vous pensé de la prestation d'un grand champion, définitivement Verstappen, et qui contraste vraiment avec Pérez, qui lui, par contre, est passé à côté. Max, ça a été une prestation d'extraterrestre, rien de plus, c'est au-delà d'être parfait, et je dirais que les deux autres qui ont été monstrueux, c'est Fernando et Esteban. Esteban, comme ça, a pu réussir sa course, parce que sinon, Monsieur Bouchon, ça aurait pas été extraordinaire. Mais on en parlera. Mais Esteban, il a fait ce qu'il fallait faire. Le plus important à Monaco, c'est la qualif, il l'a fait. Et à l'inverse, effectivement... Pérez se sortir dès la Q1, quoi. Je dirais. Non, mais il se sort. Avec le coude sur la. C'est un manque de concentration. Clairement. Ouais. Clairement, parce que on peut pas arriver aussi vite dans le virage 1. Déjà, c'est comme s'il se lançait dans le mur, quoi. Ah oui, là, il a tout explosé. Et s'il se fait distraire par la voiture qui sort des pits à ce moment-là. Oui, certainement. Mais non, t'as pas le droit à ce niveau-là. Tu n'as pas le droit de te faire distraire, quoi. Surtout en Q1 où tu sais que tu vas passer dans le nez en Q2, quoi. Fabrice, on se demandait si Pérez pourrait s'imposer comme un rival sérieux avec Verstappen. On a un début de réponse. Oui, mais, enfin, Alain aurait pu démarrer en disant la messe est dite. Oui. Enfin, non, mais on se posait la question de savoir si il y aurait à minima une compète entre les deux pilotes. Bon, voilà, c'est pas que la voiture, c'est aussi le pilote. Et je pense que Max, il faut le reconnaître, il a beaucoup de confiance en lui et on peut le comprendre. Et on voit que tout lui réussit, il est vraiment au-dessus du lot. Et pas qu'en qualif, contrairement à ce qui était dit avant. Je trouve que il était quasiment en pneu slick sous la pluie pendant 2 tours. Il n'est pas sorti. Il n'a pas fait d'erreur, quoi. Contrairement à quelques pilotes Ferrari. Mais passons. L'autre tour stratosphérique lors des qualifs, c'est celui d'Ocon. Il a également réussi un tour incroyable, Guillaume. Allez, fais-toi plaisir. Non, c'était merveilleux. Il ne faut pas oublier qu'il avait la pole à 1 minute 30, 2 minutes de la fin de la Q3. On y a cru, en tout cas moi j'y ai cru. Oui. Mais bon, il ne faut pas dire ça. Puis, j'y ai cru. Alors, c'était avant Alonso et avant Verstappen. Amazing. Non, effectivement, j'y ai cru. Alors après, la seule chose qu'il fallait, c'est qu'il y en a un qui se sorte et que Mais malheureusement, ça arrive, ça arrive. Et que, tout peut arriver à Monaco. Leclerc l'a fait. Exactement. Non, il aurait pu se sortir avant de rentrer au stand, à la limite. Mais plus pour rentrer un peu dans le détail du Tour d'Ocon, Monaco, c'est un circuit où le pilote peut faire la différence. Et là, vraiment, Esteban a montré qu'il était dans un très bon week-end et qu'il était capable d'être aussi rapide que les meilleurs. Je pense qu'il échoue à moins de 1/10 des 3 premiers, parce que Leclerc était devant à l'issue de la qualif. C'était exceptionnel. Alors, comment on explique un écart aussi faible? On se plaignait justement depuis le début de cette émission, depuis le début de la saison, que Red Bull est sur un nuage. C'est le circuit qui est vraiment atypique et qui nivelle c'est plus le. Il n'y a pas de nivelage par le haut, par le bas. Effectivement, c'est un circuit qui est court, c'est un circuit qui est extrêmement sinueux et où la voiture, on va dire, a beaucoup moins d'impact sur la performance qu'elle ne peut l'avoir sur un circuit normal. Donc on est plus. Il faut rappeler quand même que les 20 pilotes de F1 sont les 20 meilleurs pilotes du monde, plus ou moins.
Et donc, forcément, dans ce cas-là, quand il n'y a pas trop l'impact de la voiture, tout le monde a réglé sa voiture de toute façon d'une manière où elle est, on va dire, un peu sous-vireuse, plus facile à conduire, moins piégeuse. Il n'y a pas la différence aéro comme il y a la différence aéro d'habitude. Et donc, effectivement, là, les pilotes font la différence. Donc, troisième sur la grille de départ, troisième à l'arrivée. Il a quand même bien été aidé par l'erreur de Ferrari et la pénalité de Leclerc. Mes tifosi préférés, Charles Leclerc, encore maudit sur le rocher, sixième, comme on l'a dit, une pénalité de 3 places. C'est encore dur pour lui cette année. Maudit, Oui, mais en fait, c'est un peu la même remarque que tout à l'heure à propos de Max. C'est-à-dire le mouvement crée le mouvement. Et donc, lui, ce qui se passe, c'est le mouvement inverse. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué à vivre. J'imagine que même pour lui, psychologiquement, mentalement, ça doit être extrêmement compliqué pour se remotiver et être performant en course. On peut saluer effectivement la performance d'Ocon et je partage ce que dit Guillaume, si on revient sur Ocon quelques secondes. Pas plus que ça, pas plus que quelques secondes. Mais c'est vrai que c'est un pilote qui est irrégulier, je trouve, en fonction des week-ends. Là où quand il y a de l'enjeu et quand il peut performer, il est présent. En tout cas, il rate rarement les rendez-vous. Et puis, bien souvent, il est pas là, quoi. Donc là, on peut saluer en tout cas sa performance, même si il a quand même fait le bouchon avec un Sainz derrière qui s'énervait. On le sentait lui aussi extrêmement frustré, exprimant même le fait que sa Ferrari avait la capacité, en tout cas, à faire une meilleure performance que ce qu'elle a fait. Et que c'est un petit peu dommage. Et peut-être dernière chose que je voulais partager avec vous sur ce Grand Prix. On s'est emmerdé une nouvelle fois, quoi. Sauf au moment peut-être de la pluie. Je pensais que ça allait être un Grand Prix où il y aurait davantage d'événements, de casse. Et il ne s'est pas passé grand-chose, en fait. C'est une demande particulière de Don Camille. Il m'a demandé, il faut qu'on parle, quand je me suis fait chier pendant le Grand Prix. On va en parler dans un instant. Mais je crois qu'il y a... Ah, d'accord. Il y a moi, je suis pas corruptible, à souhait. Mon team manager, c'est Flavio Briatore. Donc, allez-y, les gars. Bref. Tu avais une remarque, Guillaume. Bien sûr, je vais répondre brièvement aux provocations inutiles des Rouges. Les difficultés de Ferrari, les déboires de Ferrari ont offert le podium à 2 moments dans ce week-end à Alpine. Le premier, c'est évidemment l'erreur de l'équipe qui ne prévient pas Leclerc de l'arrivée de Norris derrière lui et qui donne la P3 en qualification à Esteban. Et la seconde, et là heureusement, c'est la double erreur. C'est-à-dire que c'est Carlos Sainz qui a failli empêcher, malgré lui, Esteban de monter sur le podium en fonçant sur lui avant la chicane. Heureusement que l'Alpine était solide parce que vraiment vos difficultés, à la fois en stratégique et en course, ont failli nous coûter le podium. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. J'ai rien à rajouter. Fin du débat. Ouais. Bon. Ouais. Compliqué de répondre à ça, mais oui, je te confirme. Non, mais Ocon, il freine et c'est surtout Ocon qui a freiné, non, plus que Sainz qui est rentré dans Ocon. Non, c'était un peu de frustration, on va dire. Alors, en tout cas, Frédéric Vasseur lui a présenté ses excuses à Leclerc pour la mauvaise communication qui lui a coûté donc 3 places sur la grille et sans doute le podium. Effectivement, l'équipe ne l'a pas prévenu assez rapidement pour lui signaler l'arrivée de Norris dans le tunnel. Du coup, il a gêné le pilote McLaren. Et donc, avec une pénalité. Un geste de Norris, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Vous l'avez pas vu, ça? Non. Enfin, en tout cas, il y a une photo qui a été prise, avec un geste. Oui, mais le mal est fait. Bon. Ce qui n'est pas, c'est pas très sportif non plus de sa part. Allez, on reste encore un peu sur Ferrari. C'est pas le pire, Norris. C'est non, clair. Et pourtant, c'est pas le pire. Ouais. On reste un petit peu sur Ferrari, histoire de se faire un peu d'autoflagellation du côté des Rouges. Et Leclerc n'a pas commis d'erreur, en tout cas de son côté. Ce qui n'est pas le cas de Sainz, son coéquipier. Parti 4e, il finit 8e. Il a du mal cette saison, Laurent. Et surtout, il accuse l'équipe d'avoir fait la mauvaise stratégie, il accuse de faute. Oui, non, mais il dit ouais, on s'en fout de Hamilton, j'aurais pu être sur le podium aujourd'hui. Tu vois, il a même une sorte de déformation de la perception de la situation, quoi. Ouais. Il est peut-être déjà en train de préparer son départ, non? Ah, toi, c'est acté, c'est sa dernière saison. Je ne sais pas si c'est acté, mais ça, voilà. Alain a une vision qui est plutôt bonne, entre guillemets, parce que, comme par hasard, pendant le week-end, il y a eu une petite interview faite sur un petit média où il a dit qu'il voulait absolument que son futur soit réglé avant la fin de l'année. Ok. Et on sait qu'ils sont très habiles chez les Sainz. Bien sûr.
pour ça, et ils ont réussi à rebondir d'une manière assez extraordinaire. Hein. Je rappelle que ça, il a commencé chez Red Bull, ensuite il a été chez Renault, ensuite il est allé chez McLaren, ensuite McLaren, Ferrari. Je crois que c'est le pilote qui a fait le plus d'écuries du... Chez Red Bull et chez Toro Rosso et chez Renault, on lui a plutôt présenté la porte. Hein, donc, Et il ne faut pas oublier aussi la petite erreur de Carlos Sainz pendant les essais libres, où il va dans le mur après la piscine. Peut-être qu'il perd un peu de confiance à ce niveau-là et qu'il n'est pas au top pour la qualification. 3 erreurs. L'une, tu l'as signé tout à l'heure, où il est rentré dans l'arrière-train de notre ami Ocon, durant les essais, et puis l'aquaplaning, ça également, ça s'est plutôt bien déroulé. Alors, message, donc partie spéciale pour monsieur Di Duca, un mot sur le circuit et le déroulement du Grand Prix jusqu'à l'arrivée de la pluie. La course était plutôt ennuyeuse, tu le disais tout à l'heure. J'étais à 2 doigts, moi, personnellement, de la sieste. Les dépassements étant quasi impossibles. Alain, Fabrice, quel avenir vous voyez pour essayer de débloquer ces situations-là? On parle que les voitures sont de plus en plus difficiles avec les dépassements. Alors, à Monaco, c'est quasiment mission impossible. Déjà, oui, elles font 2 mètres de large, donc c'est compliqué. Et Alain, n'hésite pas à bien regarder ta caméra parce que tu regardes à côté et ça nous perd. Voilà, bien au centre. Voilà, c'est très bien comme ça. Regarde-moi dans le blanc. Et donc, il y a déjà la taille des Formule 1. J'imagine que ça doit être les plus grandes de on sait que la taille, c'est important. Voilà. Et l'autre point, c'est, moi, je ne comprends pas comment on ne force pas, au niveau de la principauté, à accroître la ligne droite après le tunnel. Et à faire un virage très serré au bout, histoire de permettre un dépassement. Bon, je veux bien qu'il va falloir abattre 15 arbres pour avoir une ligne droite suffisamment large permettant les déplacements. Mais voilà, moi, je me suis embêté. Heureusement, les commentaires de Canal étaient bien parce que ça permettait de survivre devant cette torpeur. Heureusement, il y a eu la pluie. Et la pluie, elle nous a prouvé à quel point ces 20 pilotes sont extraordinaires. Parce que dans des conditions pareilles, puis quand on voit ce qui peut se passer sur le circuit de Monaco, on est dans le tunnel, c'est sec, on sort du tunnel, c'est mouillé. Enfin, il y a eu des moments complètement dingues. Et ces gars ne sortent pas, donc, ou quasiment pas. Donc, c'est quand même... ça, c'est à souligner aussi. Mais le circuit, oui, non... il n'y a pas que les paillettes pour moi en Formule 1. Il y a aussi, il doit y avoir du spectacle. Alors, c'est pas parce que on aurait une ligne droite plus longue et une possibilité de dépassement qu'on y arrivera. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé à Bakou, qui était dramatique. Mais bon, voilà. Là, je comprends plus qu'on ne bouge pas ce circuit et qu'on n'essaie pas de résoudre ce problème. Laurent, on ne peut pas pousser les murs non plus. Non, mais alors, il y a 2 choses. C'est réglé comme du papier à musique. Oui, mais attention. 2 choses. D'abord, je déjeunais avec Lucas de Lucas par les fins, début de semaine. Et lui, il a mis 4 sur 5 à la note de ce Grand Prix. Ce qui, moi, m'étonne parce que, à l'exception de la qualif qui, pour moi, est exceptionnelle, hein, tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est peut-être une des meilleures qualifs, pas de tous les temps, mais en tout cas depuis longtemps. Et je sais que je l'ai re-regardé. Tu regardes les 10 dernières minutes, ça te tient en haleine, c'est un truc de fou. Le circuit, s'il n'y avait pas eu la pluie, ça aurait vraiment été... C'est intéressant ce que dit Alain, et on en a parlé hier ensemble, parce que j'ai exactement la même analyse que lui. C'est-à-dire que j'étais à Monaco l'été dernier, et en faisant un tour de circuit pour montrer le tour de circuit en vie, je me dis, mais pourquoi finalement il prolonge pas ce tunnel jusqu'au bout avec la sortie du tunnel. En fait, tu fais une très grande ligne. Ouais, tu fais bon, il y a un truc un peu compliqué, il faut un peu réadapter parce que tu as une route qui monte. C'est pas assez dangereuse, hein, on se rappelle. Mais l'accident de Perez vers Calvin-Linger de Bottas. Il y a même eu, c'est quoi, Coulthard, non, qui s'était fait un tout droit là Linger qui a fait quelques semaines de coma. Hein. Et ils ont modifié un petit peu l'épingle. Ouais, mais le fait est que je pense que c'est quelque chose qui pourrait se faire. Moi, j'ai regardé le circuit, je me disais, putain, mais pourquoi finalement ils élargissent pas? Il y a plein d'endroits où ils pourraient élargir. Après le casino, il y a cette bosse. Pourquoi ils râpent pas cette bosse? Ça fait des années qu'elle est là. Hein. Non, mais elle est là. Et là, tu vois que en piste, quand c'est sec, ils la prennent. Tu vois la voiture, ils la prennent pas intégralement, parce que la voiture décollerait. Mais sous la pluie, par contre, il vit totalement. Et si c'était plus large, peut-être qu'il y aurait plus de choses. Et là, le grand expert qui est à main droite m'a dit, Laurent, les règles, il faut pas sous-estimer les règles. Et lui les connaît. Les règles, c'est que tu dois avoir X mètres de dégagement, donc il y a énormément de règles. Parce que tu pourrais aussi te dire, on élargit les trottoirs, tu fais un travail, Monaco a largement les moyens de le faire, et faire ça. Donc on en arrive à la conclusion avec Alain hier,
que si ce qu'il faudrait, c'est tout simplement revenir à une réglementation où les voitures sont moins larges et moins longues. Et non mais aujourd'hui, change la réglementation et tu rends le sport hyper intéressant. Et regarde vers ce que dit Verstappen, hein. On s'en fout de la pluie, c'est la voiture de la pluie, pas de la pluie. La pluie, on s'en fout qu'elle glisse. Après, on s'adaptera. Il faut qu'il y ait du spectacle. Là, on a un truc qui est lisse. Hein. Ouais, l'empattement, c'est vrai que des voitures est de plus en plus important. Qu'est-ce que tu préconises, toi, notre grand team principal? C'est un grand débat parce que là, vous allez effectivement là, tu ouvres plusieurs boîtes de Pandore en fait. C'est-à-dire, effectivement, comme je t'expliquais, il n'y a pas que seulement la largeur de la piste, c'est que derrière, il faut pouvoir mettre en fait tous les absorbeurs d'énergie. Il faut la voie de sécurité, il faut la voie des photographes, les dégagements pour les voies de sécurité. Ensuite, rallonger la ligne droite. Alors oui, il y a un autre problème, c'est qu'on calcule la sécurité d'un circuit sur l'énergie d'absorption en cas de crash. Si tu rallonges la ligne droite après le tunnel, les vitesses atteintes par la F1 vont atteindre au-delà de 320. Il faut savoir que c'est au moins le carré de la vitesse en termes donc d'augmentation exponentielle d'énergie. Tu n'as pas forcément l'espace nécessaire ensuite puisque tu es au virage 1. Stand des votes, tu n'as pas l'espace nécessaire peut-être pour des voies de dégagement et donc du coup c'est pas aussi long que ça en fait. Donc c'est pas si en fait c'est pas que je suis l'avocat de rien faire, mais c'est que c'est quand même très compliqué. Reprendre ensuite une réglementation où on allège les voitures, on les raccourcit, on les met, ça va à l'envers de ce qu'ils ont essayé de faire puisqu'ils voulaient contrôler une aéro qui soit moins influente sur la prestation des voitures suiveuses. Mais ça change rien, tu es d'accord avec moi? Là, aujourd'hui, finalement, les équipes se sont adaptées, elles se sont adaptées et ça devient c'est pour ça que je parle de boîte de Pandore, il y a plein de sujets et chaque sujet, on aura un millier d'opinions. Donc, en fait, on est passé déjà au cap du milliard d'opinions. Et donc, c'est très, très compliqué. Plus on fait des grosses voitures, plus elles sont lourdes, moins on va pouvoir doubler à Monaco, ça c'est sûr, c'est un fait. Maintenant, est-ce qu'il faut raccourcir les voitures, mais qui vont être moins vite et moins stables et moins performantes sur d'autres tracés? Des batteries, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Il n'y a pas la réponse. Après, il y a des gens brillants qui pourraient le faire, mais effectivement, trouver un endroit de dégagement. Je faisais partie de ceux qui pensaient que la sortie du tunnel était une possibilité. En fait, il y en aura peut-être d'autres, c'est de changer le tracé sur certains endroits. Ouais. Et puis peut-être que c'est le besoin de faire du spectacle, parce qu'il y a une concurrence, on l'a vu l'année dernière. Monaco a été, entre guillemets, menacé, et ils ont re-signé, mais pour d'autres raisons que celui du tracé. Peut-être que cette fois-ci, la FIA, au-delà, le Liberty Media poussera peut-être à la roue, Guillaume. Bien sûr, et j'aimerais réagir, alors avec tout le respect que j'ai pour Alain Di Duca, et je pense que son post-modernisme est un peu agaçant parfois. Je suis totalement en désaccord avec ces points, à la fois pour des raisons historiques. Le petit mort, il est mort. Non mais je vais m'expliquer sur le week-end monégasque, à la fois pour des raisons historiques premièrement et pour des raisons sportives deuxièmement. Pour des raisons historiques, il n'y a pas que le glamour à Monaco. Monaco, c'est l'histoire de la Formule 1 et on touche que avec la main tremblante à un tracé comme Monaco. Donc vraiment, sportivement, historiquement, il faut le garder, il ne faut pas toucher. Et après, sportivement, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce que j'ai entendu. Moi, j'ai kiffé ce week-end. Ouais, t'as kiffé parce que c'était troisième. Non, mais non. Tu sais bien, c'est pourquoi t'as kiffé. Non, mais je vais développer juste. Un Grand Prix, là, on parlait de la note de Lucas, 4 sur 5. Un Grand Prix, c'est pas que la course, c'est aussi les essais et la qualification, bien sûr. Mais du début à la fin, il s'est passé des choses. Très solide. La qualification, c'est, je pense, la plus belle depuis longtemps. Je me rappelle d'une à Jerez en 97 où il y avait 3 égalités, Schumacher, Villeneuve et Frentzen. Bon, à part ça, honnêtement, en 20-25 ans, il n'y en a pas eu beaucoup des comme ça. Vraiment, au-delà d'Ocon, très belle qualif. Si je t'interromps une seconde, Guillaume, c'est que si c'est l'une des plus belles qualifs, c'est aussi parce que les voitures, elles sont, avec un long empattement, plus facile à conduire, entre guillemets. Et donc, du coup, on a une belle qualif parce que tout le monde va à la limite. Alors, on retombe dans le cercle vicieux. Donc du coup, la réglementation, finalement, n'est pas si mauvaise que ça. Et deuxièmement, le Grand Prix. Non, mais je suis pas d'accord. Alors effectivement, la première partie de la course était un peu monotone. Mais monotonie, ça veut pas dire en fait que c'était chiant. Franchement, il y avait de l'adrénaline. Tout le monde était à la limite. Il y avait de l'adrénaline. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Quand je voyais que Alonso avait mis 24 secondes à Ocon, je dis bon, c'est bon. Oui, mais parce que tu regardes que Alonso. Mais moi, j'étais en stress pendant toute cette première partie parce que je voulais vraiment que les positions se maintiennent. Et après, à Monaco,
on sait que dès qu'il y a un événement externe, une safety car, la pluie, ça devient dingue. C'est le côté exceptionnel de ce Grand Prix pour Alpine qui a fait que l'intérêt était là. Moi, je vais lancer une pétition. Je vais lancer une pétition en disant Latifi revient. Au moins, on aura un peu plus de drapeaux. Ouais, moi, je suis pour. Dans les 20 meilleurs pilotes du monde, tu comptais Latifi? Oui. Merci, monsieur le Tipeee. Gros plan à présent sur Aston Martin et Fernando Alonso. Brillant second qui vient un véritable état de grâce en ce début de saison. Et pour combien de temps encore? C'est la nouvelle surprise, la non-surprise de la QF1 la semaine dernière, c'est la signature de la collaboration entre Honda et Aston Martin qui devient l'écurie d'usine du constructeur japonais. Est-ce que ça va mettre en danger Alonso, hein? Vous savez que c'est lui qui porte aujourd'hui l'écurie par ses résultats, qu'il a entretenu jadis, il n'y a pas si longtemps, des relations assez difficiles avec Honda. On se souvient, mon cher Eric, du fameux... Mauvais souvenir, Eric. Souvenir. Tu étais à l'époque le patron de McLaren. Cette annonce à la radio, on peut dire qu'elle était un peu méritée, hein. C'est moi qui le dis. Mais elle a fait des dégâts, beaucoup de dégâts. T'as pas changé? Non, il n'a pas changé. Regarde comme il était beau. Il a une tête, en fait, il a une tête d'enfant. Il fait 10 ans de moins que son âge, encore aujourd'hui. C'est ça, ouais, c'est gentil. On en parlera après. Elle a fait beaucoup de dégâts, cette déclaration. Oui, parce que dans la culture japonaise, l'honneur est extrêmement important, a une place extrêmement importante, et ils l'ont effectivement très mal vécu. Et donc forcément, oui, ça a été dans une situation de crise, effectivement, où c'était compliqué parce qu'ils n'étaient pas prêts, on va dire. Mais bon, non, mais c'est vrai que ça a été très compliqué parce que effectivement, ça a eu des conséquences sur je dirais, la qualité de la relation entre McLaren et Honda ensuite. Il a dépouillé une grenade, quoi. Tu te souviens de ce moment-là? Sur la caisse de grenade. Tu te souviens? Tu étais à la radio à ce moment-là. Ouais, j'y étais, ouais. Et là, tu t'es dit, bon, ça va faire du bruit. Ça fait boum. Donc tu l'as dit, on sait que les Japonais ont un sens aigu de l'honneur. Ils ont perdu vraiment la face avec ce jour-là avec Alonso. Est-ce que tu penses que sur la durée, ce dernier risque de le payer et donc de devoir laisser son baquet? Ça, je ferai une réponse de journaliste en disant l'avenir nous le dira. Ouais, ou de Suisse. Mais ou de Corse. Mais oui. Dire, non. 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 Ah si. Bah tu sais jamais où ça va péter. Non mais non. Par contre, c'est un mariage de sens parce que Honda, a eu des décisions un peu erratiques avec Red Bull en disant on arrête, on revient, on sait pas ce qu'on fait. Et faut pas oublier que Martin Whitmarsh, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup, était à l'origine du retour de Honda chez McLaren. Maintenant qu'il est le patron. Et maintenant qu'il est le patron d'Aston, et maintenant que Honda est évidemment performant, ça fait du sens d'avoir un moteur performant et un moteur d'usine. Surtout, c'est ça le plus important. Alors c'est ça la raison principale du mariage? C'est le moteur d'usine. Quand on est une équipe qui souhaite aller chercher des victoires ou autre, il faut avoir un moteur usine, un moteur client, comme il le dit clairement. Quand on a un moteur Mercedes, si un jour on se bat pour la première place avec Mercedes, on aura toujours un problème à la fin de la course. Les responsables de Honda ont raconté, je disais ça sur le net, que c'est la visite de la nouvelle usine d'Aston, qui a coûté près de 200 millions de livres sterling, soit 230 millions d'euros, qui a vraiment impressionné le staff et la direction d'Honda et qui aurait fait la différence. Comment vous analysez les amis après on me posera la question également bien sûr à Eric, l'atermoiement d'Honda qui annonce son retrait puis son retour et puis finalement ils reviennent, comment vous analysez ça? C'est pas très japonais non plus dans l'attitude, on n'est pas généralement c'est ce qu'on veut, hein, donc ouais, ça m'a toujours étonné. Non. Et ça m'a toujours étonné ces revirements. En plus, bâbord, tribord. En ils s'en vont l'année où ils sont champions du monde. Ouais. Donc ils capitalisent pas sur la. Non, en plus, il y a Red Bull. L'année Brown. Souviens-toi, l'année Brown, quand Brown a été dirigé à Honda Formule 1, à l'écurie, qu'ils s'en vont et que l'année suivante, leur voiture avec un moteur Mercedes devient champion du monde. Enfin, ils ont la copie. Techniquement, ils sont au top. Mais je pense qu'il y a des décisions internes qu'on ne peut pas imaginer, tu vois, qui sont peut-être économiques, peut-être. Et c'est
une marque qui a fait l'histoire de la Formule 1 quand même. Hein. Tu vois, les années. Regarde, Christophe est pas là aujourd'hui, mais Christophe Delat. Mais il a acheté une Honda qui a appartenu à Ayrton Senna. Tu vois, on sait qu'il y a eu les années Honda, il roulait mythique. Donc cette marque, pour moi, je pense que c'est très dur. Ils ont des décisions internes. À un moment donné, peut-être que c'est une question de coût, ils arrêtent. Et au final, ils ont quand même toute l'équipe pour le faire. Ils ont la volonté. Et je pense que c'est. Moi, j'ai le sentiment je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Guillaume, ou Fabrice ou Alain, que ils n'ont pas perçu le virage Drive to Survive façon Netflix qui a apporté une bouffée d'oxygène et un rajeunissement de l'audience et de l'image de la Formule 1 et ils sont restés old school en disant l'avenir, et ils ont raison, c'est la neutralité carbone et on ne peut pas s'associer à la Formule 1. Oui, non, donc clairement. Après, on connaît pas tous les tenants et aboutissants de la décision de Honda et c'est compliqué. C'est un Suisse, toi. Hein. C'est compliqué de savoir ça. Après, juste pour revenir sur Honda, c'est ça. Pour revenir sur ce que disait Eric, Honda est performant, donc va revenir, donc va faire gagner Aston. Attention, il y a un changement de réglementation en 2026 et du coup, tout va être avec des nouveaux moteurs. On ne sait pas quel sera le niveau du Honda en 2026. Théoriquement plus simple en plus, hein. Est-ce que l'histoire peut bégayer concernant Honda avec cette nouvelle réglementation? C'était très difficile, et tu l'as vécu de l'intérieur, malheureusement, le retour de Honda en Formule 1 en tant que motoriste, et c'était l'ère hybride qui commençait. Est-ce qu'en 2026, où il n'y aura plus le MGUK, c'est ça qui saute? En fait, il y en a un des trois qui saute. Ouais. En fait, c'est le moteur qui suralimente le turbo. Le moteur électrique. Ils ont l'un où ce serait le meilleur moteur du plateau. C'est MGUK, mais la grosse différence avec moi, ce que j'ai connu chez McLaren, c'est que quand Honda a décidé de revenir en F1, il n'y avait rien. Il y avait un champ avec un building, il n'y avait rien. Mais c'est vrai, il n'y avait rien dedans. Tu n'avais même pas un ordinateur. Tu n'avais même pas une chaise, une table. Un jour. Et donc ils sont partis de zéro. En 2013, ils partent de zéro avec l'objectif d'être sur la grille en 2015. Donc en 2 ans, il est impossible de rattraper le travail des Mercedes, autres Renault et Ferrari, qui avaient déjà 350 personnes qui travaillaient sur les V8 et qui sont basculés sur l'hybride en 4 ans. Ouais. Là, la situation est différente. Oui, nouvelle réglementation en 2026, mais avec un moteur un peu plus simple. Mais ils ont déjà 350 personnes qui fonctionnent. Donc là, ils ont déjà un moteur qui fonctionne. Ils vont être là. Ah. D'accord. Après, pour reprendre un peu ce que vous disiez, c'est plus culturel qu'autre chose, en fait. C'est assez complexe, mais la culture japonaise, la langue, la compréhension du mode occidental par rapport au monde oriental, fait qu'il y a des décisions qui arrivent trop tard ou trop tôt et qui sont en décalage avec ce que nous, on a l'habitude de voir, quoi. Oui, c'est pour ça que ils avaient décidé d'investir énormément d'argent pour préparer 2009 et quelqu'un a tiré, comme on dit en anglais, a tiré la prise. Brown en a profité, mis le meilleur moteur du moment parce que lui savait que la voiture serait bonne puisqu'il l'a préparé depuis 2 ans avec le double diffuseur, le double diffuseur et autres. Mais et c'est la même chose quand il décide. Il y en a un qui décide chez Honda d'arrêter la F1 l'année où ils sont champions du monde. Alors que voilà, et du coup, et pareil, l'inverse. Il change de PDG et il décide de revenir en F1. Mais entre-temps, Red Bull a décidé de faire son propre moteur. Justement, pourquoi ne pas rester avec Red Bull? C'était vraiment... Mais trop tard. Trop tard. On a eu trop tard. Surtout qu'ils ont beaucoup bénéficié, Red Bull, des avancées techniques, puisque c'est la base de leur moteur aujourd'hui, si j'ai bien compris. Hein. Oui, c'est justement, quand Honda décide d'arrêter, Red Bull, très opportunistement, qui voulait faire leur propre moteur, fait un deal avec eux, récupère la R&D, investissent des centaines de millions d'euros dans leur usine à Milton Keynes, et 1 an après, Honda annonce qu'ils veulent revenir. Donc tu es en train de me dire qu'en fait, l'accord qu'il y a aujourd'hui entre Red Bull et Ford, en fait, ils ont juste à mettre leur badge dessus, quoi. Ford, c'est juste du marketing. Waouh. Bien. Messieurs, une petite réaction du côté de nos tifosi sur Honda. Peut-être sur le cas Alonso. Ouais. J'ai le sentiment que les uns et les autres font un monde honorable parce que je relis là ce que disait le président d'Honda. Si nous devons faire équipe avec Alonso en tant que pilote, nous n'aurons aucune objection à ce qu'il prenne le volant. C'est sympa. Oui, mais en même temps, en 2026, il aura quoi, 45, 46 ans, non? Donc, c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri de surprises de la part d'Alonso, mais peut-être qu'il sera un peu moins performant ou qu'il aura envie de faire autre chose. Attends, il n'a jamais été aussi performant que maintenant. Non, mais c'est pour ça que je reste très nuancé. Il s'est quand même absenté 2 ans de la Formule 1, il est revenu et on voit où il en est aujourd'hui. Donc
c'est quand même assez exceptionnel. Est-ce que ça le restera en 2026 ? Bon, voilà, on n'est pas à l'abri de très bonnes surprises avec Alonso. Effectivement, il peut encore nous surprendre. Donc, Camille, pour conclure, peut-être ? Oui, mais la mentalité japonaise est tellement différente de la nôtre que décoder ce qui peut être dit par un Japonais ou ce qu'on pourrait croire qu'est la stratégie d'une entreprise japonaise, c'est impossible. Donc aujourd'hui, c'est conjecture et comme on dit dans la presse, l'avenir nous dira ce qui se passe, mais c'est très compliqué. Voilà. Si la presse tranquille. Par contre, ce sera plus lisible ce qui se passe chez Aston Martin avec Geely. On va en parler. Pour conclure, Guillaume, mais brièvement. Très rapidement, moi je prends un pari, Alonso sera en Formule 1 en 2026 et probablement sur une Aston. Il aura 44 ans et connaissant Alonso, il aura toujours envie de piloter. Et ensuite, il sera sur Aston parce que Aston et les Honda, ils veulent gagner. Et ils préfèrent gagner avec Alonso que perdre sans lui. C'est sûr, quand on voit ce qu'a fait Stroll dans du dernier Grand Prix, moi, le choix est vite fait. Mais bon, après, on dit que je suis partisan, mais partons. On continue de parler de... On va parler de ça ou pas ? Non. On continue de parler de... Ben oui, mais non. On continue de parler de l'avenir d'Aston Martin avec une annonce qui pourrait perturber son avenir en F1. C'est la montée au capital d'un géant de l'automobile chinois. Il s'appelle Geely. Pas tout parler, sinon l'émission durait 3 heures. Non, mais tu vas encore avoir un commentaire négatif, moi ça me va très bien. Tu vas encore passer pour le méchant, ça me va. Mais c'est vrai. Alors, Aston Martin, est-ce qu'il y a un péril chinois ? On oublierait presque que Aston Martin est à l'instar de Ferrari, un constructeur de voitures de sport et de voitures de luxe, de tourisme, dirons-nous. Mais contrairement au cheval cabré, les ventes ne sont pas aussi bonnes. Sa santé financière a beaucoup souffert ces derniers mois, ces dernières années, les difficultés post-Brexit, et puis le tour de vis opéré par Bruxelles, avec ses règles sur les émissions de CO2 qui handicapent les constructeurs de voitures de sport. Bref, sa valeur en bourse s'est effondrée ces dernières années, passant de 4500 pence lors de son introduction en 2018, ou soit au niveau de Ferrari, à 500 pence début octobre 2022. Donc ça pique. Ça pique un peu. Ça pique un peu. Donc le père Stroll, il a beau être milliardaire, ça fait mal. Alors ça permet à un constructeur chinois de profiter de cette situation et de s'inviter au capital d'Aston. Geely, qui a pris 7,2% du capital en 2022, en fin d'année dernière. Tu les connais bien, là, Geely. C'est pas connu en France, mais c'est quelque chose, c'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre qui en plus était un constructeur microscopique en 2008. Il faut s'en rendre compte, quoi. Moi, j'ai pu visiter leur usine, on aurait dit l'usine Citroën des années 50. Donc, c'était juste ça. Et puis, ils ont fait l'acquisition de Volvo, remarquablement faite. Ils ont développé la marque Polestar, qui est la partie électrique de Volvo. Ils ont racheté Lotus. Bon, là, ils sont en train de faire un virage Lotus. C'est plus tout à fait des Lotus, mais peu importe, mais ils le font bien. Ils développent aussi beaucoup de marques internes. Lynk & Co qui débarque en Europe, déjà maintenant. Zekre qui va débarquer en Europe. Ils ont aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est le premier actionnaire de Daimler-Benz aujourd'hui. Oui. Et outre ça, ils ont repris 50% des parts de Smart pour développer la Smart en tant que marque premium en Chine. Donc c'est un groupe qui aujourd'hui devient incontournable. Maintenant, quand on voit comment ils ont géré Volvo, ils seront au conseil d'administration, oui, ils auront leur mot à dire, mais je crois que c'est des gens extrêmement prudents et qui savent très bien gérer. Donc je ne les vois pas quitter la Formule 1. Par contre, ça va être marrant de voir un actionnaire chinois avec un moteur japonais. Ça, c'est une autre affaire. C'est pas très diplomatiquement compatible. Et on sait qu'il est très fort, ce géant chinois. C'est pour ça qu'il progresse énormément dans l'électrique, Alain. Donc ça pourrait apporter quelque chose à Aston d'une part, parce qu'il faut qu'il s'électrifie, c'est l'enjeu pour beaucoup de marques automobiles. Et clairement, ils veulent encore monter au capital, ils ne vont pas s'arrêter là. Ah bah oui, parce que l'accord mentionne qu'ils ne passeront pas les 22% avant le mois d'août de l'année prochaine. Le mois d'août de l'année prochaine, c'est demain. Donc voilà, je crois que ça va monter en puissance, quoi qu'il arrive, et ils vont vouloir progressivement gober Aston comme ils l'ont fait avec Lotus. Donc ils ont 17% aujourd'hui. Le consortium U3, qui est le consortium de Lawrence Stroll, le papa du pilote, qui est le président du conseil d'administration, qui demeure encore le premier actionnaire. Mais on sait que Guillaume, c'est lui qui porte à bout de bras, et c'est plutôt bien vu, l'idée de s'appuyer sur l'écurie de F1 pour en faire une formidable vitrine marketing de la marque. C'était pas un choix, c'était une obligation. Il fallait faire rentrer de l'argent. Vous l'avez rappelé, Aston Martin est en très grande difficulté.
Ils ont brûlé 1 milliard, un peu plus d'1 milliard ils ont fait 1 milliard de pertes en 2-3 ans. Juste, il faudra quand même rappeler qu'il y a aussi le fonds public saoudien qui est à 18% entre Lorenz Stroll et Aramco, notamment. Et Geely. Et après, effectivement, pour déposer l'OPA, il faudra l'accord du conseil d'administration. Si Lorenz Stroll reste et qu'il y a un concert entre les actionnaires, il ne pourra pas forcément la faire. Donc, tout n'est pas encore fait. On a vu, on sait qu'il était plutôt réticent, Lorenz Stroll, à l'arrivée de Geely, puisque cette demande de montant capital est intervenue en fin d'année dernière, qu'ils avaient retoqué. Là, ils ont été obligés d'ouvrir parce qu'il faut de l'argent. Et là, je le cite, Lorenz Stroll, il dit, je cite, un potentiel formidable de long terme pour Aston Martin. Donc, c'est plutôt... voilà. Alors, même si Geely, effectivement, va permettre à Laurent Aston de se convertir à l'électrique, il y a quand même des choix qui vont être faits pour la F1 qui s'y mettent son nez dedans. Déjà, au niveau des pilotes, ça risque de... Tu voulais parler des pilotes d'Aston, fais-toi plaisir. Non. Alors, je te tends une perche. Oui, bien sûr. Alors, je vais dire, c'est les chiffres qui parlent. Aujourd'hui, il y a un début de saison exceptionnel de Fernando Alonso. 5 podiums sur 6 courses. 5 sur 6, oui. 5 podiums sur 6 courses, donc tu vois, c'est il y a une 4e place. Et une 4e place, donc tu vois, il est vraiment à la limite d'être tout le temps dans le trio de tête, ce qui est impressionnant. Pas mal pour un vieux. Pas mal pour un vieux, et surtout, tout à l'heure, Eric l'a très bien dit, c'est 20 pilotes qui sont au top niveau. Nous, on a l'impression que Lance Stroll est mauvais parce que les résultats sont moins bons, mais finalement, ils se tiennent par rapport au reste du monde dans un mouchoir de poche. Sauf que dans ce mouchoir, tu as la caméra qui est braquée sur ce mouchoir, et tu te rends compte que Lance, il est quand même tout le temps derrière, tout le temps derrière. Monaco, il a été transparent. Oui, mais le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la 2e écurie du plateau va devenir dans peut-être une course Mercedes. Hein? On peut réagir à ça parce que franchement, mais attends, tu dirais que les pontons et les pronostics de la semaine prochaine? Non, ils ont 1 point d'écart. Ils ont 1 point d'écart. Oui, parce qu'eux, ils marquent. Ils marquent avec les 2 pilotes. Donc, en fait, il y a 120 points pour Aston, 119 points pour Mercedes. Donc, tu veux, c'est hyper frustrant de te dire qu'il y a... à un moment donné, tu vas devoir te poser une question, quoi. De te dire, est-ce que le 2e pilote ne devrait pas être un pilote Pourquoi, appelons un chat, Lance Stroll ne mérite pas sa place en Formule 1? Non, je te dis juste qu'aujourd'hui, il pose un problème à l'écurie Aston. Il pose un problème, si tu veux, dans cette guerre à briller et être au sommet. Normalement, dans une écurie Landa, il serait plus là. Dans une écurie, alors chez Helmut Marko, je vais pas faire de geste parce que j'ai pas le droit, mais chez Helmut Marko, on sait où il était en 40, et ben le mec il a commencé à dire t'as vu De Vries c'est pas bon, mec il a fait 3 courses, il a même pas laissé le temps, il est pas bon, on va le dégager, quoi. Il a déjà fait ça avec Gasly, il a déjà fait ça avec donc disons que Lance Stroll n'a jamais été pilote Red Bull, voilà, on sait pourquoi. Non mais voilà, quoi. Pas plus bas. C'est le maillon faible aujourd'hui de l'équipe. Quand on voit les objectifs, les attentes de Aston Martin, ils ont recruté les meilleurs, ils ont pris le ou l'un des meilleurs pilotes, Alonso. Il y a quand même du monde qui attend. Il y a Daniel Ricciardo qui n'a pas de volant. Lando Norris chez McLaren, il va peut-être pas forcément attendre 2-3 ans comme ça. Potentiellement, il y a du monde derrière. Il commence à s'impatienter. Il m'en a parlé ce week-end. Ce qui est amusant, c'est que depuis le début de la saison, Alonso, de manière très habile, se positionne un peu comme un mentor. Pour lui, tiens, je t'apprends. Il lui donne presque il lui téléphone presque pendant les tours de qualif. Tu devrais freiner un peu plus tôt. Voilà, le réglage moteur, c'est ça, etc., etc. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de la part de son père de mettre des pilotes après Vettel, des champions du monde, des meilleurs pilotes du plateau comme Alonso, pour vraiment le former et l'en faire un futur champion du monde potentiel? Alors déjà, c'est quand même, malgré effectivement des week-ends un peu compliqués, c'est un très bon pilote. Il est champion de F3, il faut quand même le rappeler. Oui, quelques podiums en F1 quand même. Mais c'est clair que c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, entre le pilote qui est capable de faire le tour parfait à Monaco ou pas, il va falloir que Lance passe un cap encore en termes de maturité, je dirais, de concentration et profiter du fait qu'il y a effectivement un mentor dans la maison. Si vous voulez construire une équipe qui gagne, il vous faut des pilotes qui soient, comme on dit, matériel de champion du monde, en anglais, donc c'est-à-dire qu'ils sont de ce niveau-là. Et il a l'avantage que, effectivement, papa est le propriétaire, donc il faut en profiter pour qu'il en
progresse. C'est dur, hein, et qu'il progresse surtout. Mais si vous voulez aussi attirer les meilleurs ingénieurs, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que l'usine. Il y a tout le package à construire, c'est-à-dire de l'argent, la réputation, le moteur usine et le pilote. Parce qu'Aston a quand même écarté Ocon, a écarté Pérez, et j'en oublie certainement pour laisser la place à écarter Vettel, hein. Ouais, enfin Vettel, voilà. Je pense qu'il avait envie de faire autre chose. Et Esteban Ocon qui était une bien meilleure comparaison de Lance Stroll par rapport à Alonso. Belle performance l'année dernière. Oui, il a quasiment matché toute la saison avec Alonso. Mais absolument pas. Voilà, là, Olivier, tu peux pas rentrer dessus. Là, absolument tu peux pas dire absolument cette phrase. pas. D'abord, voilà, c'est juste un problème de fiabilité, tu le sais très bien. Voilà. Allez, on reste sur les questions. Une petite question. Vous savez combien de fois Aston Martin, dans son histoire, a déposé le bilan, a été en faillite? Plusieurs fois. 7. Ouais. 7 fois. Toi, tu as l'humour aussi. Non, pas du tout. 7 fois. Donc, ça laisse quand même assez songeur. Donc, les places, les positions ne sont jamais. Je marque un point ou pas du tout? Bah non, le quiz est fin, c'est pour maintenant. Merde. Dans l'Oxfordshire, on dit jamais 8. Jamais 7 fois sans 8 fois. Ouais. Si je vous dérange, je vous le dis, les amis. 4 questions, au quiz F1, une réponse. Dès la première, vous rapportez. Bon, à la fin, c'est Guillaume qui va gagner. Tu vois. 3 pour la seconde, 2, etc., etc. Je compte sur vous en régie pour me dire qui est en tête, parce que voilà, là, évidemment, on a improvisé encore une fois et j'ai pas pris mon stylo. Bon, peut-être lancer un petit voilà. Attention, top chrono, c'est parti. Un pilote. Je suis connu pour mon style de conduite très agressif. Ok. J'ai été champion de motoneige. Keke Rosberg. Non. Je suis un pilote de légende de Ferrari. Schumacher. Bah, champion de motoneige, Schumacher. Champion de motoneige. Ah, mais il n'y a que la motoneige, quoi. Et mon fils a été champion du monde. Putain, Rosberg, ça rentrait bien. Ouais. Bah, Villeneuve. Mais oui, bien sûr, putain, je suis con, je vais dire Gilles Villeneuve, bien sûr. Gilles Villeneuve. Bien sûr. Regardez, qui était un champion mythique, on se souvient notamment pour les plus jeunes ou les plus âgés d'entre nous, le duel au Grand Prix de France entre Arnoux et Gilles Villeneuve. Après un pilote, on passe maintenant, je crois, à un ingénieur. Soyez attentifs. J'ai créé l'une des écuries anglaises les plus prestigieuses. Patrick Head. Oui. Nope. Non. Éliminé. Non, vous voulez pas vous mouiller, il faut prendre l'avance, hein, les amis. Ma devise, light is right. Colin Chapman. Ouais, mais tu es éliminé, mon pépère. Pourquoi? Mais tu as dit Patrick Head. J'ai pas dit non. J'ai pas dit non. Il a rien Je suis désolé. Bon, en régie, est-ce qu'on accorde la réponse C'est accordé. Merci, okay. j'ai solide. Donc ça fait 3 plus 1, 4 points. 4 points. Tiens, je continue donc pour Colin Chapman. J'ai introduit l'effet de sol en F1. Ouais, c'est vrai. Regardez comme il était avec la famille Lotus Esprit. Et je suis le père de Lotus. Et voilà, Colin Chapman. La livrée JPS, la plus belle livrée de l'histoire de la Formule 1. Ouais. On est d'accord. Alors, vous regardez pas la réponse. Fermez les yeux. Fermez les yeux, fermez les yeux, fermez les yeux, fermez les yeux, fermez les yeux. Non, parce qu'il y a voilà. Un circuit. J'ai accueilli la Formule 1 pour la dernière fois en 1982. Las Vegas. Il a vu la réponse. Donc, ça non, mais ok, si vous avez des antisèches, les gars, nous, ici, on peut pas les voir. Hein. Il a vu la réponse. Tu penses qu'il a vu la réponse? Oui, je l'ai vu aussi. Bon, un circuit urbain, bien sûr, Las Vegas. Piquet a remporté son premier titre en 81. Et la dernière info, c'était Very Bad Trip. Very Bad Trip, voilà. Photo de Las Vegas, si j'avais laissé la réponse dans le prompteur. Un pilote à présent, soyez attentifs. Donc pour l'instant, c'est toujours... Eric. Voilà. Eric 5, merci. Un pilote. J'ai dominé Michael Schumacher. Il faut prendre des risques, les amis. Il n'y a personne qui domine. Non, mais allez, monsieur le maire. Donc Camille. Il y en a quelques-uns, mais bon... Allez, j'ai débuté chez Williams. Rosberg. Et il a dit en premier. Ouais. Nico Rosberg, mes coéquipiers, Weber, Wurtz, Nakajima, Schumacher, Hamilton et champion du monde en 2016, Nico Rosberg. Donc, on revient à 5-4. C'est bien ça, en régie? C'est la fin de 4-3. Mais non, il a un point au début. Donc j'ai 10. Hein. Non, j'ai 8. Non, toi, tu... Non. Pourquoi t'as 8? Non. Bah, Vegas et Rosberg. Une écurie à présent, messieurs, un peu. Soyez attentifs. Une écurie, elle a remporté 6 championnats du monde de pilotes et 7 championnats du monde constructeurs.
Ouais. McLaren. Non. Williams. Non. Ayrton Senna a été mon pilote. Lotus. Eh oui, Lotus, il reprend la tête. Ça fait combien, Régie 6 points pour Eric. Sous les jupes, c'était la 3e info. Et 4e info, Seven, Esprit et Lent, bien sûr. C'était les voitures mythiques de course. Ce photo est magnifique. C'est Elle est magnifique. Un pilote. Et je suis un pilote canadien. D'accord. Là, c'est la dernière question. Donc, si vous ne vous rattrapez pas, là, c'est mort. Hein. J'ai débuté en F1 chez Williams grâce à mon père, homme d'affaires milliardaire. N'allez pas si vite. D'accord. Je connais un Tipeee qui se frotte les mains. J'ai débuté en F1 chez Williams grâce à mon père, homme d'affaires milliardaire. On peut redire ou pas, non? Non. Un pilote canadien. J'ai débuté en F1 chez Williams grâce à mon père. Je donne une chance à Ferrari quand même. Mais les ferraristes. Mais là, ça m'échappe. Il en reste 2. Un pilote canadien, j'ai débuté en F1 chez Williams grâce à mon père homme d'affaires. T'as Latifi et Stroll. Eh ben non. Ah ouais, c'est Latifi, non? C'est Latifi. Je suis connu pour mes nombreux crashs. Et malgré moi, j'ai rendu possible le titre de Max Verstappen, bien sûr. Il s'agit de Nicolas. Le regretté Nicolas Latifi pour mettre un peu de piment en fin de Grand Prix et redistribuer les cartes quand Hamilton domine outrageusement. Allez, on termine cette émission par vos traditionnels pronostics pour, cette fois-ci, Barcelone. Est-ce qu'on va diffuser les pronos de la semaine dernière en régie ou on les garde pour nous parce que vraiment tout le monde était à côté? On diffuse ou pas? Non. Bien sûr, on y va. Allez. Bon, allez, je vais être un peu original. Alonso en 1. Oh. Parce que s'il ne gagne pas celui-là, il n'en gagnera aucun. Perez en 2, Verstappen en 3. Bon, allez, je vais dire moi aussi. Je vais dire Alonso, Hamilton, Verstappen. Un truc fou, allez. Leclerc, Alonso et Perez. Ça serait génial. Je dirais Leclerc, Alonso, Perez. Je dirais Leclerc, Perez, Alonso. Ouais, je vais faire Verstappen, Perez, Alonso. Bon, je suis pas loin, hein. C'est moi le plus proche. Hein. C'est celui qui a pris le moins de risques aussi, toujours. Hein. Bah oui, c'est ça. Allez, pas un Ajaxien pour rien. Alors, et maintenant, vous allez vous rattraper. Quels sont vos pronostics pour le Grand Prix de Barcelone, les amis? Grand Prix d'Espagne. Hamilton sur le podium. Non. On s'en fout, ça. On commence avec Guillaume. Allez, Guillaume. C'est n'importe quoi. Verstappen. 1. Perez. 2. Alonso. 3. Bon, il prend pas de risques. Guillaume. Je sais plus. Laurent, voilà. Circuit. Barcelone. Vite. Verstappen. Alonso, Hamilton. Ah, voilà. Les pontons, l'effet ponton. Verstappen, Alonso, Leclerc. Alonso à domicile. Et Leclerc. Les Ferrari, je ne vous pose pas la question. Hein. Il y a forcément du Leclerc dans les 3. Donc c'est Verstappen, Leclerc, Alonso. Je le mets dans cet ordre-là. Redis-le nous. Malheureusement, moi je suis d'accord avec Guillaume. Ça me fend le cœur. Alors, parce que ce sera diffusé la semaine prochaine. Donnez vos pronostics. Verstappen, Perez, Alonso. Verstappen, Perez et Fabrice? Et moi, c'était Verstappen, Leclerc, Alonso. Ok, très bien. Alors moi, ce sera... je prends. On est en Espagne. Alonso premier. Sainz second. Bah oui. Hamilton deuxième. On prend des risques. Je prends des risques. Hamilton deuxième et troisième, Leclerc. Ah, super. Voilà. Ah, tu te mousses. Première fois, premier épisode où tu... Enfin. Voilà, rendez-vous dans 15 jours, puisqu'il y a, voilà, on ne va pas laisser passer le Grand Prix de Barcelone. Et dans 15 jours, ce sera le Grand Prix... Qu'est-ce qu'il y a après Barcelone? On ne met pas le cap sur le Canada, un truc comme ça? Canada ou Bakou? Non, Bakou, Bakou, c'est passé. Bref, on vous dira ça dans les commentaires. C'est la fin d'On refait la F1. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas, les amis, à liker la vidéo, à vous abonner. On revient dans 2 semaines pour vérifier si tous nos pronos sont bons. On refait la F1, vous le savez, c'est tous les jeudis soirs, la semaine d'un Grand Prix. Merci encore pour votre fidélité. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, n'hésitez pas à vous abonner et liker. On compte sur vous pour faire connaître cette émission. On prend énormément de plaisir à la préparer et à la faire. J'espère que vous prenez autant de plaisir à la regarder. Allez, à dans 15 jours. Salut.